Mais pourquoi le Qadi Hassan déchaîne-t-il tant les passions? Khabarji dénonce certains, marzanistes surenchérissent d'autres. Il serait financé par la France. Non, le Maroc, Qatar. Il est à la solde des USA. Rien à dire, El Qadi suscite les rumeurs les plus folles. Que reproche-t-on au juste office du Moujahid Bachir El Qadi? El Qadi Hassan, coupable d'être un journaliste libre, son arrestation serait-elle liée à sa publication d'un article ou à ses deux émissions évoquant les enjeux d'un deuxième mandat? Ou est-ce alors son tweet contestant le chiffre de 20 milliards de dollars représentant les biens récupérés des mains de la Isaba? Chut, mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que Mohamed Harbi? Historien, Louisette Iril Hriz, figure emblématique de la guerre de libération, Pierre Audin, fils de Maurice Audin, Nourdine Melikchi, physicien atomique, ont tous en commun. Ils sont signataires d'une pétition en cours intitulée « Non à la mise au pas de la presse libre, libérée Hassan Al-Qadi ». Une semaine politique aux allures d'une chronique judiciaire. En 2023, sommes-nous en mesure d'espérer, comme le souhaite le Parti des travailleurs, la liberté pour les prisonniers d'opinion? Peut-on s'attendre, comme le formule l'Union pour le changement et le progrès, UCP, dans son communiqué, à une fin, je cite, d'une répression qui est accentuée par une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Fin de citation. Madame, monsieur, je nous souhaite à tous une meilleure année, paix et liberté. Et tout de suite, analyse et lecture avec Amira Boraoui et les invités du Café Presse Politique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve comme tous les mercredis, même heure, mais pas même endroit. Les locaux de notre radio étant toujours sous scellé, le directeur de la radio étant en prison. Mais nous continuons quand même à présenter le Café Presse Politique et nous avons l'honneur d'avoir avec nous sur le plateau Maître Zoubida Assoul. Merci infiniment, Maître, d'être avec nous ce soir. Merci Amira, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et à Madame Ben Ali. Merci infiniment. Ainsi que Sohila Ben Ali, qui a présenté le Café Presse Politique. On aurait aimé se connaître, c'est ce qu'on s'est dit en dehors du plateau, dans d'autres circonstances. Une grande fierté de l'avoir avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité, Amira. Merci à vous. Merci. Bonsoir à Maître. Donc, 100% féminin, Qadi Hassan aurait été fière de nous. Oui, Madame Maître Assoul, vous êtes la dernière avocate à avoir vu Qadi Hassan tout récemment. Vous êtes d'abord allé le voir avec un collectif d'avocats lorsqu'il était à Andar et vous êtes passé le voir récemment. Comment va Qadi Hassan, Maître Assoul? D'abord, permettez-moi, Amira, de profiter de cette occasion pour souhaiter bonne année, malgré tout, à tous nos compatriotes en Algérie ou à l'étranger. J'espère que l'année 2023 sera quand même meilleure que celle de 2022. C'est vrai qu'avant de parler de l'état de santé ou l'état moral de Hassan Al-Qadi, j'aimerais d'abord revenir sur le contexte dans lequel vraiment se fait d'abord l'arrestation de Hassan Al-Qadi, une arrestation spectaculaire, mais aussi sa poursuite et son incarcération. Le contexte politique se caractérise par un peu plus qu'un mi-mandat du chef de l'État, mais aussi on a entendu beaucoup de voix qui commencent déjà à parler de son second mandat. Donc c'est un contexte quand même politique qu'on ne peut pas ignorer. La deuxième des choses, c'est de parler un peu des conditions de l'arrestation de Hassan Al-Qadi, mais aussi de sa poursuite, de la perquisition qui s'est produite sur les locaux de Radio M et Maghreb émergent, mais aussi du mandat dépôt qui a été décerné par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed. En tant que juriste, encore une fois, en tant que défendresse
éternel de l'état de droit et du respect du droit. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand même l'arrestation d'Ihsan al-Qadi s'est faite en dehors de toute légalité telle que prévue d'abord par la Constitution algérienne, mais aussi par le Code pénal. Vous savez, Amira, beaucoup de gens le savent, mais aussi beaucoup de gens ne le savent pas, que les arrestations en matière pénale, en tout cas en enquête préliminaire en matière pénale, est codifiée très sérieusement et de manière très précise par la Constitution, mais aussi par le Code de procédure pénale. Et cette arrestation, on ne peut pas arrêter n'importe quel citoyen, pas uniquement Ihsan al-Qadi en tant que journaliste, mais n'importe quel citoyen, les services de sécurité, la police judiciaire n'a pas le droit d'arrêter un citoyen de cette façon chez lui, en dehors des heures prévues par la loi, mais aussi quand on ne lui notifie pas pourquoi on l'arrête. Le Code de procédure pénale et la Constitution obligent et font obligation à toute police judiciaire, quelle que soit sa nature, avant d'arrêter un citoyen, de lui signifier les faits qu'on lui reproche avant de l'arrêter. Et puis si on doit l'arrêter, bien évidemment, on ne peut l'arrêter que lorsqu'il y a des faits qui peuvent constituer un délit, en flagrant délit, ou alors un crime, quelque chose de très grave, de très dangereux, tel que la drogue, trafic de drogue, terrorisme, etc. Vous le rappelez, Madame Hassoul, que Ihsan al-Qadi a été arrêté à minuit le 24 décembre dernier. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que le législateur a codifié les heures d'abord d'arrestation quand il s'agit de quelqu'un qui a commis, encore une fois, des faits délictueux en flagrant délit ou des crimes, mais quand il s'agit d'un citoyen comme Ihsan al-Qadi et de surcroît un journaliste, un directeur d'interface média, si on a quelque chose pour laquelle on voudrait lui poser des questions ou carrément faire une enquête préliminaire sur des faits donnés, normalement, on lui envoie une convocation dûment légale et il se présente, comme il a l'habitude d'ailleurs de le faire, et on ne peut pas l'arrêter à minuit, après minuit, et l'emmener par la suite pour le garder à vue pendant 5 jours et par la suite le présenter au procureur de la République et le placer sous mandat de dépôt en détention provisoire. Ça pour ce qui est des conditions de son arrestation. Maintenant, la garde à vue aussi est codifiée, à la fois par la Constitution, mais aussi par le Code de procédure pénale. La garde à vue, en général, en matière d'enquête préliminaire par la police judiciaire et en matière délictuelle, ne peut pas dépasser 48 heures, sauf exception. Le Code est clair. Cette exception, c'est lorsque il y a des faits très graves, en flagrant délit, qui nécessitent plusieurs jours d'enquête préliminaire, ou alors quand c'est un crime très, très grave. Donc, dans le cas de Ihsan al-Qadi, selon les éléments et selon les chefs d'inculpation qui lui ont été notifiés par le juge d'instruction et par le procureur de la République lors de sa présentation, il n'y a point ces éléments justement de dangerosité ou de crime dans son cas. Donc, cette garde à vue qui a duré quand même 5 jours, c'est une anomalie juridique dans son cas. Et la troisième des choses, c'est le mandat de dépôt et la détention provisoire qui a été décidée par le juge d'instruction le 29 décembre. Vous savez que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et qu'on ne peut utiliser le mandat de dépôt que lorsque le juge d'instruction considère que toutes les autres voies qui ont été codifiées aussi par le législateur pénal, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, et suite à un rapport qui dit que ça n'a pas suffi, ou que lorsqu'il y a un crime, ou lorsqu'on craint que les éléments constitutifs de l'infraction peuvent échapper à la justice, c'est dans ce cas-là, et quand aussi le prévenu ne présente pas de garantie de se présenter à la justice. Or, Ihsan al-Qadi
présente toutes les garanties. C'est une personne connue, c'est une personne publique, c'est un journaliste, c'est un directeur d'un média connu depuis 10 ans sur la scène médiatique, mais aussi il a un domicile fixe, il est connu, il s'est toujours présenté devant la justice chaque fois qu'on l'a convoqué, mais aussi même devant les services de sécurité. Les différentes fois où il a été convoqué, il a toujours obtempéré, il s'est toujours présenté. Donc, au regard de tout cela, on considère, nous, en tant qu'avocats, que beaucoup de violations ont justement pour nous, ont été relevées dans sa manière d'être arrêté, d'être gardé à vue, mais aussi d'être placé en détention provisoire. Ce n'est pas donc à une violation près avant de revenir vers la juriste que vous êtes. On va donner la parole à une consoeur, à Khadi Hassen, une journaliste, un métier qui devient très, très dangereux depuis quelques années déjà. Ce sont plusieurs journalistes qui se sont retrouvés en prison malheureusement. Mohamed Moulouch, pour ne pas le citer, également quelqu'un qui a travaillé à Radio M, Khaled Dravni, et plusieurs autres journalistes. Sohila Ben Ali, votre métier est un métier dangereux en Algérie. Comment vivez-vous cette interpellation et le fait qu'un confrère se retrouve en prison? Ben, mal, très mal. D'abord, je voudrais, j'ai envie d'être un peu positive pour commencer et dire que je suis très heureuse de voir que la pétition qui a été lancée est signée par beaucoup d'Algériens et des étrangers, que les gens se sentent mobilisés et donc concernés par les libertés. On est à 2000, même plus de 2000 signatures et franchement, c'est bien parce qu'elle n'est pas encore tout à fait officielle. Et donc, ça renseigne un peu sur le fait que les gens ont envie de récupérer leur liberté. Je ne suis pas très branchée réseau, mais de ce que j'ai pu voir, moi-même j'ai écrit quelques mots pour exprimer ma solidarité avec Hassen et Radio M, quand je vois comment certains internautes ont la gâchette rapide et facile de battre en brèche mes propos en tant que journaliste, ceux des autres, et descendre le Qadi Hassen, je me demande combien de temps il aura fallu pour se faire cette opinion. Pendant toutes ces années, vous l'avez dit, Maître Al-Soul, ça fait quand même maintenant 10 ans pour Radio M, 9 ans pour le Café Presse Politique. Ne se sont-ils pas nourris, pour ne pas dire inspirés, des lectures de ces médias, des débats, des connaissances dont ils jouissaient? La réponse est certainement que oui. Tous ont été nourris, et je prends la responsabilité de le dire, tous ont été nourris au sein de Radio M, qui leur a ouvert l'esprit sur eux, sur qui ils étaient, sur leurs droits, sur leurs devoirs, sur le monde qui les entoure, et même plus en recevant des gens qui venaient en parler. J'ai travaillé moi-même, vous l'avez dit, Amira, avec le Qadi Hassen. Nous avons lancé ensemble cette émission que vous présentez aujourd'hui, et vous le faites merveilleusement bien. Je vous en remercie d'ailleurs d'avoir repris le flambeau, parce que je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous peur, y compris vous. Vous n'êtes pas à l'abri. Il ne suffit pas d'être journaliste pour être inquiété. Nous l'avons conçu, ce café presse, juste pour rappeler quand même, parce que c'est important, dans une cuisine qui grouillait. Combien de journalistes y ont défilé, des dizaines et des dizaines, combien d'avis ont été partagés, des centaines, des milliers. Nous l'avons fait au moment où ça ne se bousculait pas au portillon. Je vous parle de 2014, on était au 3e mandat de Bouteflika encore. Après, il y a eu 2015, 2016. On a été les premiers, parce que c'est important que j'en parle et que je témoigne aujourd'hui, on a été les premiers à entre guillemets, démocratiser qui gouverne en Algérie, à parler des affaires de corruption, l'affaire Chekibli, et j'en passe. Donc, moi, je peux témoigner en tant que journaliste, et je suis là pour ça aussi aujourd'hui. On n'a jamais été manipulé. Moi-même, je n'ai jamais été manipulée. Hassen n'est pas un homme qu'on manipule. Chacun de nous
Je parle de 2014, hein, je vous fais remonter à cette période, chacun de nous. Il y avait Saïd Jafar, Abed Cherf, Adlan Mehdi, Akram Khrif, Hassan Wali, j'imagine que je vais en oublier d'autres, Hassan Hadouch. Aucun n'était manipulé, nous le faisions parce que nous estimions qu'il était important de faire notre travail, d'aider les Algériens à mieux comprendre ce qui se passait chez eux. Et nous le faisions en plus, par-dessus tout, gratuitement. C'est bien de le rappeler. Si Radio M était riche, je le saurais. Je suis une des premières témoins, hein, donc il faut arrêter avec tout ça. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote avant de vous redonner la parole, Amira et Ahmed Rassoul. Quand on avait lancé la première émission, juste avant la première émission du Café Presse présidentiel, c'était à l'époque le Café Presse, le Café Presse politique, c'était le Café Presse présidentiel. J'avais dit à Ihsan, j'ai le trac, comme si c'était la première fois, alors que j'avais des années d'expérience. Moi, j'arrivais d'une radio publique où il fallait faire attention à chaque mot, chaque tournure de phrase, voilà, être très pointilleux parce que voilà, on sait bien ce que c'est que les radios publiques et la presse publique de façon générale, et aujourd'hui c'est pire. J'avais peur du glissement, en faire trop par radicalisme aux années de frustration ou pas assez par excès de prudence. Et ben, il a eu, vous savez, ce geste, vous allez vous trouver, et ce geste qu'on connaît tous, de hocher la tête comme ça et me dire t'inquiète pas, je m'inquiète pas. Mais je vois encore son sourire triomphant, j'ai récupéré la prêtresse, c'est comme ça qu'il m'appelait. Enfin, il avait raison, nous avons été professionnels, jamais insultés, vifs, tranchants, mais jamais insultants. C'est vrai que la vérité fait mal, certainement, et ça continue, mais professionnel. Un témoignage très touchant sur Lila Benali. Je reviens vers vous, Maître Assoul. Cette histoire de 95 articles, 95 bis, donc après avoir subi le 87 qui a mis plusieurs centaines d'Algériens derrière les barreaux, maintenant on nous sort du chapeau un article pour lequel il est accusé. Ce qui est étrange, c'est que bon, s'il y a eu enquête par rapport à un quelconque financement, est-ce que cette enquête s'est terminée à minuit pour aller ramasser à des personnes de chez lui? Que reproche-t-on? Que reproche la justice? Ou quel est le dossier qu'on a pu lui préparer pour qu'il se retrouve aujourd'hui là où il est? La première des choses, Amira, il faudrait que vous sachiez et que l'opinion publique sache, parce que beaucoup de personnes, que ce soit des activistes ou même des journalistes, et qui se sont adressés d'ailleurs à moi personnellement, quand ils ont vu la photo du collectif des avocats, nous étions 5, mandatés par Ihsan El-Qadi et sa famille pour le défendre, et quand on est parti lui rendre visite à la police judiciaire, à la caserne d'Antar, bon, tout le monde nous pose la question, dites-nous, est-ce que Ihsan, effectivement, aurait reçu des financements étrangers par des parties étrangères? Il faudrait rappeler à tout le monde, je leur réponds à ces personnes-là, mais aussi à l'opinion publique nationale ou même à l'étranger, qu'en tant qu'avocat, nous sommes tenus par le secret de l'information et que nous n'avons pas le droit, à cette étape-là de l'instruction, de dire ce qu'il y a dans le contenu du dossier. Ça, il faudrait que tout le monde le sache. C'est pour ça que les gens qui nous posent cette question, j'aimerais justement leur répondre que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, ce n'est pas parce qu'il y a des preuves contre Ihsan, mais c'est parce que tout simplement, nous sommes des avocats, nous sommes respectueux de la loi, et donc tant que l'affaire est en instruction, à ce niveau-là, nous n'avons pas le droit de dire ce qu'il y a dans le contenu du dossier. Par contre, on peut dire des choses dans le contexte global, on peut parler justement de toutes les violations qui ont justement marqué cette arrestation, cette garde à vue, mais aussi la mise sous scellé et la fermeture des portes du siège de Interface Média, et donc d'empêcher les journalistes,
toutes les personnes qui travaillent à Radio M et Maghreb émergent de ne pas faire leur métier parce que ce sont des familles, des journalistes, des techniciens qui vivent de cette société. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce qu'en fait, le dossier, il n'y a pas une poursuite contre l'entreprise. L'entreprise, dans ce dossier-là, n'est pas citée en tant que on lui reproche rien, elle n'est pas citée. Il y a la poursuite est contre le journaliste Ihsan El-Qadi et directeur de ce média. Et à ce titre-là, donc à partir du moment où on ne reproche pas quelque chose de particulier à l'entreprise, comment se fait-il qu'il y ait justement les scellés? Comment se fait-il que cette entreprise soit fermée? Vous savez que quand il y a un code particulier, en l'occurrence le code de l'information, c'est un code spécial, donc c'est lui qui s'applique quand il s'agit de la gestion ou de toute mesure qui est prise, qu'elle soit d'ordre administratif ou d'ordre judiciaire, c'est codifié par le code de l'information. Mais aussi, en ce qui concerne les médias électroniques, il y a un décret exécutif qui date de 2020, justement, qui réglemente un peu l'activité de la presse électronique. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a eu violation de la loi, parce que d'abord, l'article 54 de la Constitution interdit la fermeture de tout média qui soit presse écrite, audiovisuelle ou électronique sans décision judiciaire. En l'occurrence, il n'y a pas de décision judiciaire. Ils l'ont d'ailleurs très bien précisé dans le communiqué d'interface média que la fermeture de la radio s'est faite en dehors de tout contexte légal. Ah, tout à fait, absolument, je confirme. Donc, à partir de là, on ne comprend pas, sauf, bien évidemment, les lectures qu'on peut en faire, d'abord en tant qu'avocat, mais aussi en tant que citoyen, défenseur des libertés. Et la liberté de la presse est quelque chose de très important. Pourquoi la liberté de la presse? Le législateur constitutionnel lui a consacré un grand article dans la Constitution de 2020, en l'occurrence le 54, et qui garantit aux journalistes la liberté de faire leur métier de journaliste dans le cadre de la loi sur l'information, mais aussi ce même texte interdit strictement d'abord de prendre des peines privatives de liberté, donc l'incarcération de journalistes à l'occasion de l'exercice de leur métier, mais aussi on interdit de fermer ou d'arrêter les activités d'un média, quelle que soit sa nature, sans qu'il y ait une décision de la justice. Ce que nous constatons, c'est que d'après d'ailleurs les communiqués et ce qui a été dit dans cette affaire à travers les chefs d'inculpation, c'est que les locaux ont été scellés sur instruction du parquet. Est-ce que là c'est légal? Moi, mon regard de juriste, d'avocat, eh bien non, malheureusement, ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a une loi spécifique qui régit justement les médias, comment on doit les fermer, comment on doit les suspendre, mais aussi quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer avant d'arriver à cette décision de justice. C'est-à-dire que si jamais ce média aurait enfreint le code de l'information ou alors le décret exécutif, il y a des mesures préalables, c'est-à-dire on envoie un avertissement, on fait une suspension par l'autorité qui régit justement et qui contrôle les activités électroniques. Et donc, en l'occurrence, cette autorité n'existe pas d'abord. Et puis, il n'y a pas eu le respect de toute cette mesure. Et on est parti directement à la mise sous scellé des locaux et empêcher les journalistes et les employés de Radio 1 et Maghreb émergent de fonctionner normalement. Et que peuvent faire aujourd'hui justement ces employés? Ce sont des dizaines de journalistes, d'employés qui se retrouvent sans emploi. Que prévoit la loi pour des employés qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain au chômage? Vous savez, d'abord, on parle de l'aspect, disons, ces scellés ont été apposés par la police judiciaire sur instruction, d'après ce qu'ils disent, du procureur de la République.
les responsables de ce média peuvent aller devant le tribunal administratif pour annuler et lever ces scellés parce que ces scellés n'ont pas été respectueux de la procédure et de la légalité de cette mesure. Ça, c'est une mesure que pourrait faire évidemment le collectif des avocats auprès des juridictions compétentes et territorialement compétentes. Maintenant, le reste, bien évidemment, comme je vous ai dit, les éléments constitutifs, ce que nous avons récupéré le dossier de l'enquête préliminaire, mais nous sommes tenus par le secret de l'information et on ne peut pas, à ce titre-là, divulguer ce qu'il y a dans le contenu de cette enquête préliminaire jusqu'à ce que l'instruction judiciaire se termine et qu'il y ait un renvoi devant le tribunal. À ce moment-là, on pourra informer l'opinion publique et dire tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas. Mais par contre, il y a un élément très important. C'est de dire que chez nous, malheureusement, la présomption d'innocence n'a plus place dans notre société, mais aussi chez les gens que j'ai remarqué depuis l'incarcération de Ihsan Bradey, sa poursuite. Il y a des médias, il y a des réseaux sociaux qui commencent et qui sont déjà dans une posture de condamnation de Ihsan Bradey, avant même que la justice ne puisse dire mot, parce que l'enquête judiciaire vient à peine de commencer. Et donc, la justice ne s'est pas encore fait son point de vue. Les avocats n'ont pas eu encore la possibilité de présenter justement les arguments qui sont en notre possession, mais aussi de regarder s'il y a suffisamment de charges qui prouvent les chefs d'inculpation qu'on reproche à Ihsan Bradey et qu'on lui a notifié. Donc, ça, c'est malheureux. Ça veut dire que vraiment, l'invective est là et que c'est dommage parce que n'importe qui pourrait se retrouver dans la situation d'Ihsan Bradey, ce que je ne souhaite pas à mes compatriotes, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut. Il faut toujours être respectueux de la loi et de la présomption d'innocence et de respecter la justice, de laisser la justice faire son travail. La police judiciaire a présenté un dossier. On va voir si la justice va être convaincue par ce qui a été présenté par la police judiciaire. Et à ce moment-là, la justice est la seule habilitée, puisque la présomption d'innocence dit qu'elle reste toujours de rigueur jusqu'à ce que tout prévenu soit condamné définitivement par une décision judiciaire, ce qui n'est point le cas dans cette étape de cette affaire-là. Tout à fait. Sohila Ben Ali, Oui. il est vrai, oui, que quelques kidams lui sont tombés dessus à Khadi Ihsan. On va mettre ça sur le compte de la jalousie. C'est un homme brillant, mais il y a eu quand même un élan de solidarité, comme vous en parliez tout à l'heure, et de grands noms, pas des moindres, comme l'a cité au tout début Sophia Harris et El Harris, qui a signé, beaucoup de scénaristes, des cadres, des Algériens ici à Montréal, en France, un petit peu partout. Et est-ce que cet élan de solidarité, est-ce que tous les articles aussi qui ont été écrits à l'international en faveur de la libération de Khadi peuvent jouer en sa faveur et peuvent peut-être pousser à un peu de sagesse et qu'il se retrouve libéré? On l'espère, c'est le moins que l'on espère dans cette affaire. Pourquoi El Khadi Ihsan a été incarcéré? Maître Zobida Al-Soul vient de l'expliquer. Elle est sans doute la mieux placée pour évoquer les termes des accusations sur cette histoire de financement et comment la défense compte s'y prendre au moment où il faudra. De toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra bien pour l'accusation prouver que Ihsan a bien atteint à l'unité nationale, aux intérêts de la nation, à la sécurité de l'État et l'unité nationale. Et ça va être difficile, hein, c'est ce qui est dans le communiqué. Je vous invite à relire Nassar Djabi, je pense qu'il fait aussi une bonne lecture. Il parle des prochaines élections présidentielles, il parle de la rupture avec le boycott, il parle de l'organisation politique du Hirak à travers un candidat libre. Ce sont des thèses de journalistes que n'importe quel confrère aurait avancé
à la veille d'un scrutin sous d'autres cieux, sans être inquiété. Ihsan allait encore ouvrir ses plateaux au débat. Pareil pour cette histoire de 20 milliards de dollars que le président a annoncé avoir récupéré, enfin, que le Trésor a dit avoir récupéré. C'est un journaliste spécialiste de l'économie qui a contesté. Il est dans son rôle. Chez nous, ce sont des alibis. Et comme la liberté d'expression est constitutionnalisée, je me demande comment on va contourner ça, comment est-ce qu'on va expliquer toutes ces chefs d'accusation. J'ai bien été moi-même, et Hayat Rahmani, ma consoeur, poursuivie pour escroquerie. Donc, nous avons été acquittés, et je l'espère en tout cas de tout cœur pour Ihsan, parce que si nous mourrons, nous, les journalistes, les seuls à qui ça rend finalement service, ce sont les détracteurs d'Algérie. C'est pas un grand mot, c'est la mise en péril de notre nation. Tout le monde a intérêt à ce que la liberté soit rétablie. Tout le monde. Maître Hassoul, je reviens vers vous. Comment ça va se passer pour Qadi? Est-ce qu'il va y avoir un procès bientôt? Tout le monde se pose la question, comment ça va être géré, toute cette affaire, rocambolesque. Avant de répondre à votre question, Amira, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Sohila Ben Ali à l'instant. C'est justement de dire on a le droit d'avoir certaines interprétations et lectures par rapport aux déclarations de certains responsables politiques dans le pays. Je veux pour preuve les déclarations du garde des Sceaux devant l'Assemblée populaire nationale quand juste après l'arrestation d'Ihsan al-Qadi et de dire il s'adressait presque directement à Ihsan al-Qadi, comment vous osez douter des 20 milliards, et il était très énervé, très en colère. Moi personnellement, directement je ne comprenais pas pourquoi cette colère, parce que le gouvernement est dans sa mission et dans son job de défendre ses positions, de justifier ses déclarations, ses effets d'annonce ou même ses bilans, c'est tout à fait normal. Mais aussi, il faut dire que dans notre pays, il y a une constitution qui garantit la liberté de la presse, mais aussi qui donne le droit aux citoyens à l'information. Et quand on dit le citoyen a droit à l'information, ça veut dire que le rôle des médias sont là pour assurer justement un débat contradictoire qui pourrait justement remettre en question le bilan du gouvernement. Et puis d'abord, moralement, dans tous les pays démocratiques qui se respectent, le gouvernement est là pour gouverner et les médias sont là comme, on les appelle d'ailleurs le quatrième pouvoir, pour justement poser les questions, et toutes les questions ne sont pas interdites, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan des libertés, et même demander des comptes au gouvernement et de le mettre en difficulté. C'est ça le rôle de la presse indépendante, mais aussi c'est le rôle de toute l'opposition qui est là pour dire, d'abord, pour ne pas être d'accord sur les choix politiques, socio-économiques et culturels dans le pays, mais aussi d'alerter les pouvoirs en place, les gens qui gouvernent, quand ils font fausse route, quand ils font de mauvais choix, mais aussi quand ils disent n'importe quoi à nos concitoyens et quand ils sont dans vraiment la désinformation la plus totale. C'est notre droit en tant que citoyen, pour peu que les règles soient respectées, qu'il n'y ait pas d'attaque contre les individus, contre les personnes, qu'on ne touche pas à leur intégrité morale, mais aussi à leur honneur. Le débat contradictoire est prévu, mais au contraire, il est même souhaité pour une pratique de gouvernance saine. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de votre question, c'est-à-dire que, vous savez, après la décision du juge d'instruction de placer Ihsan al-Qadi en détention provisoire, la première des choses, c'est que nous avons fait appel de cette ordonnance de détention provisoire. Nous allons aller certainement devant la chambre d'accusation de la Cour d'Alger pour défendre justement le droit qui
qui dit que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, mais aussi que Ihsan al-Qadi n'est pas un criminel et qu'il présente toutes les garanties pour rester en liberté et qu'il se soumet à la volonté de la justice pour se présenter chaque fois que c'est nécessaire. Donc, nous attendons que la chambre d'accusation fixe la date de l'affaire de Ihsan al-Qadi en appel de l'ordonnance du juge d'instruction. C'est la première mesure que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire devant la chambre d'accusation. Le collectif des avocats de Ihsan al-Qadi va défendre justement le droit d'abord, mais aussi défendre la liberté d'Ihsan al-Qadi qui ne mérite pas d'être emprisonné pour peu. Mais par la suite, bien évidemment, l'instruction est en cours et pour l'instant, on ne peut pas en dire plus jusqu'à ce que l'instruction avance. Ihsan al-Qadi a été entendu une seule fois, donc en première comparution. Vous savez que le juge d'instruction n'a pas le droit, en première comparution, de poser des questions. Juste, il notifie aux prévenus les chefs d'inculpation et il entend ce qu'il veut déclarer. Il a déclaré en présence de certains de confrères qui l'ont accompagné pendant cette présentation. Et nous allons attendre, bien évidemment, les interrogatoires au fond et le reste de l'instruction. Sur Hilla Ben Ali, vous n'avez pas l'impression de revivre une affaire Benchikou bis je pense que je n'aurais pas été militante si l'affaire Benchikou n'avait pas heurté l'esprit de la jeune fille que j'étais à l'époque. Est-ce que l'impact que ça va avoir justement sur les jeunes algériennes et algériens, cette affaire Radi Hussein ne va pas justement pousser cette génération-là à militer pour la liberté encore plus et toujours? On l'espère, on espère que tout le monde se sente concerné et encore plus cette nouvelle génération. C'est pour ça qu'il est important que nos médias, que ces médias, que Radio M, que Maghreb Marjan, que ces médias libres continuent d'exister. Je ne suis pas une devineresse, hein, je ne rends pas des oracles, je suis journaliste et je m'en tiens aux faits. Alors, même si on est obligé de garder espoir, regardez quand même l'étendue des dégâts, les faits dévastateurs hein, que ça a été sur nous. Des avocats, Maître Assoul est en train vient d'en parler et ce n'est pas la première fois qu'elle est très claire sur la question et qu'elle crie, elle et tous les avocats, tous les jours, à la politisation de la justice. Des hommes de la loi qui font le procès, j'allais dire entre guillemets, populaire tous les jours, parce que c'est public, on en parle et on en reparle, y compris sur les plateaux de Radio M et Maghreb Émergent, du pouvoir, sur ces affaires, sur les textes de loi. Je pense pas seulement au 87 bis. Quand des avocats, quand Mme Assoul dit en sortant de chez le Qadi Hussein, lorsqu'elle l'a vu la première fois, que ce sont des décisions qui n'ont rien de judiciaire et purement politique, et qu'elle prend pour preuve des acquittements dans des affaires criminelles, il ne se passe rien. C'est le trou noir. Les avocats ne peuvent plus y échapper. Les journalistes non plus, éclatés, qui ont été absorbés par le larbinisme. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont, par intérêt, par peur. Les journalistes, où sont-ils? Le vide qu'a laissé le Qadi Hussein est immense. Il ne reste que des résidus. Il était, et ça je prends encore la responsabilité de le dire, il est, je ne veux pas parler de lui au passé, il est le seul portail de compréhension de ce système politique. Ses rouages dans les règles de l'art, hein, parce qu'il l'a fait sur un plateau en Algérie avec des personnes connues, avec des noms, des visages qu'on connaît ici en Algérie, pas ailleurs. Après, c'est fini, on est tous au chômage. Hein. Enfin, tous ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre ou à qui on a fermé les journaux, on a été absorbés. Les partis politiques, c'est la même chose. Et Mme Assoul, aujourd'hui, en tant qu'avocate sur ce plateau, mais elle en sait quelque chose, hormis l'UCP, le PT, le RCD, Karim Tabou, dont le parti n'est pas agréé. Où sont-ils? Est-ce qu'on a une organisation politique qui se met en place pour défendre le SMIC des libertés indispensables, hein, sans sanctuariser, comme le dit Mme Assoul dans la Constitution, mais on est à la veille d'élections présidentielles, rien. Quand le PT affirme qu'il
qui ne peut pas s'accommoder d'une nouvelle régression, en réalité, il ne peut rien faire. Et c'est le max qu'il puisse faire tout seul, un communiqué. Enfin, voilà, c'est le trou noir. Ou, comme on dit, les lois de la physique que nous croyons universelles ne s'appliquent pas. Les trous noirs ont de l'entropie. Hein. Les radiations, c'est quelque chose qui va s'étaler à l'échelle d'un temps, je ne sais de combien d'années. Vous savez, pour qu'un trou noir se forme, il faut d'abord qu'une étoile meure. Et ça en est une dans le milieu de la presse. J'espère qu'il restera vivant. Voilà, que cette étoile continuera à luire, mais c'est le triste constat. Alors, j'espère bien que le fait d'en parler, de rester mobilisé, de signer ces pétitions-là et de dire que voilà, ces libertés, on en a besoin, cette démocratie, on en a besoin, ces médias, on en a besoin. On n'a pas d'autre pays de rechange. Continuer à vivre ici et à continuer à faire ce métier qu'on ne fait plus. Hein, on est tous au chômage, n'est-ce pas? Maître Assoul, c'est à la dame politique que je pose la question. Peut-on quand même espérer 2023 que ça aille un petit peu mieux que ces 3 dernières années, car ces 3 dernières années, depuis les élections de 2019, et nous attendons donc celle de 2024, et ça a été un crime de lèse-majesté à reprocher à Hadi Hussein d'avoir ouvert le débat sur les prochaines élections. Peut-on quand même espérer une amélioration de la situation pour les libertés en Algérie? Nous, à l'UCP, nous l'avons appelé carrément dans le dernier communiqué dont on vous a fait part lors de la réunion du Conseil national dans sa 2e session ordinaire le 30 décembre. Et donc, on a appelé, malgré tout, on reste toujours, il faut garder l'espoir, parce que d'abord, pas parce qu'on a envie de garder l'espoir, mais parce que tout simplement, il y a des gens qui militent. Il ne faut jamais diminuer de l'importance des partis politiques qui luttent depuis des années pour les libertés, mais aussi la société civile. C'est l'union qui a du mal à se mettre en place. Les élites, qu'elles soient médiatiques ou universitaires ou de simples citoyens, tout simplement, parce qu'en fait, la liberté, Dieu nous a créés pour être libres d'abord, en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'humains, mais aussi parce que nous avons la chance d'avoir vécu quand même plusieurs colonisations dans notre histoire, l'histoire de notre pays. Et la dernière en date, c'est 132 ans de colonialisme. Le peuple algérien s'est révolté contre la 4e puissance militaire au monde parce qu'il n'a pas accepté qu'on le prive de ses libertés, parce qu'il n'a pas accepté d'être spolié de ses droits. Et donc aujourd'hui, c'est génétique chez nous. On ne peut pas, en tant qu'Algérien, notre histoire est là. C'est notre, à la limite, on va dire, comme l'a dit un ancien garde des Sceaux, c'est notre empreinte digitale, quoi. Les Algériens ne peuvent pas être autres que militer pour la liberté, pour toutes les libertés. Mais moi, ce qui me désole, c'est que malheureusement, cette vue de cette approche très réductrice, d'abord pour le pays, parce que quand l'Algérie, au moment où elle a pu obtenir enfin un poste dans la Commission des droits de l'homme, et qu'aujourd'hui, elle va se retrouver épinglée par le non-respect des dispositions constitutionnelles, mais qui fait obligation à l'Algérie de respecter les droits civiques et politiques de tous citoyens, mais aussi parce que nous avons des accords avec les pays méditerranéens, notamment de l'Union européenne, et dans cet accord, les libertés, dont la liberté de la presse, sont un élément fondamental. Donc aujourd'hui, quelle est notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires, mais aussi quelle image doit-on donner au XXIe siècle de notre pays qui prétend
vraiment s'inscrire dans la démocratie, dans les libertés individuelles et collectives et le respect de la liberté de la presse et l'épanouissement des Algériens. Donc, franchement, moi, je suis très triste pour mon pays. C'est vrai qu'Ihsan El-Qadhi est un militant, c'est un éternel défenseur pour la liberté de la presse, mais aussi toutes les libertés. On l'a vu à travers son parcours. Ihsan El-Qadhi n'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait plus de 30 ans qu'il milite sur ce registre-là, mais qu'aujourd'hui, quand même, sa société, son média ont été un espace, et il faut qu'on le reconnaisse, ça a été un des rares espaces qui est resté ouvert à toutes les opinions, à toutes les tendances, y compris le pouvoir. Les gens du pouvoir ont été invités sur Radio 1, ont été invités et on a eu même des anciens présidents de l'Assemblée populaire nationale qui ont été invités sur Radio 1, qui se sont exprimés librement. Il y a eu des partis politiques qui sont représentés à l'APN, qui s'expriment librement à Radio 1, mais personne ne leur met les lignes rouges comme nous qui sommes interdits de tous les médias, aussi bien publics que privés, depuis maintenant des années. On n'a pas droit à ça, on n'a pas droit au débat contradictoire. Pourtant, nous ne sommes pas des gens ni qui insultent, ni qui dénigrent, mais nous sommes des politiques. Nous avons le droit d'avoir une autre vision, de rêver, d'avoir de grands rêves pour notre pays. L'Algérie est un grand pays, le peuple algérien est un grand peuple, c'est un peuple extraordinaire, il a beaucoup lutté, il a beaucoup souffert, et aujourd'hui, quand même, la moindre des choses, c'est de lui permettre de disposer de ses droits fondamentaux. Je crois que ça, il faut toujours garder l'espoir, parce que moi, je reste toujours une éternelle optimiste, comme tu le sais, Amira. Toi-même, tu es passée par cette phase, et on a été là pour te soutenir et pour t'encourager de ne jamais désespérer. Et aujourd'hui, tu es en train de nous animer, le CPP, n'est-ce pas? Et donc, il faut garder l'espoir, il faut rester positif. Les Algériens sont très conscients, ils l'ont prouvé à travers le Hirak. Ils sont sérieux, ils sont pacifiques, et ça, ce sont des valeurs inestimables qu'on devrait justement les apprécier à leur juste titre. Merci infiniment, maîtresse Souheila. Merci infiniment, Souheila Ben Ali. Maîtresse Souheila, vous aurez à rendre visite probablement encore à M. Qadhi El-Ihsen. Dites-lui que grâce à lui, j'ai fait connaissance avec Souheila Ben Ali ce soir. Et que moi, j'ai été très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, il a une mesdames. chance. Est-ce qu'il y a une chance avec l'appel? Juste une petite question, si tu permets, Emra. Est-ce qu'il a une chance de sortir avec l'appel? Si on fait l'application de la loi, bien sûr qu'il a toutes les chances de sortir. Juste parce qu'il présente des garanties et qu'il n'y a rien de grave, ni de dangereux, ni contre l'État, ni contre l'Algérie, ni contre qui que ce soit d'ailleurs. Et donc, bien évidemment, si on fait l'application de la loi qui fait de la détention provisoire une mesure exceptionnelle, bien sûr que Qadhi Ihsan pourrait se retrouver en liberté grâce aussi à la solidarité, et j'appelle tous les citoyens et citoyennes algériens, quels que soient, même ceux qui ne partagent pas les points de vue d'Ihsan El-Qadhi, même ceux qui ont une autre façon de voir les choses, mais quand il s'agit des libertés, je pense qu'on devrait être tous unis comme un seul homme dans le sens humain, pas les hommes masculins. Dans le sens humain, on devrait être tous unis quand il s'agit des libertés fondamentales. La liberté de la presse en fait partie, la liberté d'expression en fait partie, mais aussi l'indépendance de la justice et le respect de la loi. Donc, j'appelle tout le monde à rester solidaire, à se mobiliser encore davantage, et je pense qu'on aura, Inch'Allah, une bonne issue ou une issue heureuse. On l'espère tous. Transmettez-lui, Maître Assoul, nos salutations et dites-lui qu'on continue à animer le Café Presse politique tous les mercredis, même heure, pas même endroit, en attendant de retrouver les locaux de Radio M. Merci infiniment, mesdames. Merci. À très bientôt. Merci, Amira. Merci, Maître Assoul. Au revoir. Au revoir.